Alors, 9e épisode, un petit peu différent. Dans ce 9e épisode, d'abord je vais vous montrer comment j'ai implémenté toute la persistance en partant d'une analyse de la version Scala. Je ne vais pas vous détailler tout, vous pouvez rester jusqu'à la fin, ne vous inquiétez pas, continuez à courir en écoutant cet épisode, il n'y a pas besoin de regarder forcément la vidéo, mais quand même, vous verrez des beaux schémas si vous avez la télécouleur chez vous. Dans la deuxième partie, je vous raconterai un petit peu en termes de scalabilité. Quand on déploie plusieurs instances et que on se rend compte que les sessions sans mémoire, faut casser des trucs et en refaire d'autres, donc vous aurez un deuxième joli schéma pour vous expliquer. Et la troisième partie, vous pourrez éteindre la lumière, mettre cet épisode dans vos écouteurs et faire dodo, parce que je vais plus vous parler directement et ça sera presque très proche d'un billet de blog, d'un certain blog qui s'appelle le Touilleur Express, qui date de 2003. Et là on est en 2025, donc autant vous dire que ceux qui ont 22 ans, je commençais déjà à bloguer à cette époque-là. Bref, tout ça pour vous dire que dans cet épisode-là, il y a peut-être moins de code, il y a peut-être moins de cascade, il y a peut-être moins de plantage et d'accélération, mais c'est bien. Et puis, continuez à regarder parce que, écoutez, je reçois des mails super sympas. Et puis, j'espère que ça vous fait plaisir parce qu'en tout cas, moi, je m'amuse beaucoup. Bon visionnage. Alors c'est parti, on va commencer par la persistance. Il est temps un petit peu d'avancer dans le développement. Ce que je voudrais maintenant, c'est qu'en fait, quand les utilisateurs utilisent l'application de la billetterie, on sauvegarde correctement tout ce qui se passe. Alors on va se mettre sur la petite caméra qui va bien pour que vous puissiez voir ce dont je vais vous parler dans un premier temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé d'abord à Claude Code d'analyser la version Scala. J'ai écrit ce prompt qui est assez long. Vous verrez que c'est quand même relativement détaillé, un prompt assez détaillé dans lequel je l'ai guidé pas à pas pour lui expliquer comment implémenter la registration, en fait comment persister les commandes des clients sur la billetterie de Devoxx France sur Redis. Je lui ai donné aussi accès à Redis Server qui tourne sur le port 6399 et ensuite j'ai lancé l'analyse. Au bout de quelques minutes, je lui ai demandé de me préparer un plan détaillé et on va voir ce que le plan nous raconte. Alors, où est-ce qu'il est ? J'ai mon fichier quelque part. Donc, au bout d'un moment, Claude est revenu vers moi, m'a proposé ce plan-là, qui est facile à comprendre. D'abord, il a regardé toute la structure du code qui existait déjà, qu'il avait commencé à créer. Il a regardé la structure sur Redis. Il s'est rendu compte que lui, il allait devoir stocker sur Registrant 2026. Bref, il a analysé tout le code de la partie Scala. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est le plan qu'il y a là, qui est relativement simple, qui a consisté à implémenter la persistance du modèle avec un nouveau service. Il a observé, noté qu'il y avait des méthodes qu'il pouvait réutiliser. Donc là, en fait, ce que vous voyez là, qui est quand même assez intéressant, c'est que quand vous bossez avec Claude Code, vous devez passer par une étape de planification qui est super importante et ça va vraiment énormément augmenter la qualité de ce que vous allez ensuite pouvoir générer. Et au passage, c'est un fichier texte, donc rien ne vous empêche de l'éditer dans un éditeur de texte et de simplement corriger ce qui va ou ce qui ne vous va pas. Donc il a mis 7-8 minutes avec le modèle Opus 4.1, donc le plus puissant, pour pouvoir me sortir ça. Et j'ai pu vraiment avoir une spécification détaillée de tout ce qu'il allait faire. Il a compris qu'il allait devoir mettre à jour les différents écrans d'achat de l'application. Et je lui ai donné une contrainte qui est très forte, c'est que tout le code qu'il écrit en Go doit écrire sur Redis, donc des structures de données qui sont compatibles avec l'ancienne version Scala. Pourquoi j'ai cette contrainte-là ? Tout simplement parce que je veux d'abord implémenter toute l'interface pour les personnes qui achètent les billets de Devoxx France. Et la partie back-office administration, je n'ai pas besoin pour l'instant de l'écrire en Scala, en Go, pardon. J'ai pas besoin de l'écrire en Go. Je peux conserver l'ancienne version en Scala. Et aussi, je suis prudent. Si jamais la nouvelle version ne fonctionne pas, j'ai un plan de repli. Je peux réallumer l'ancienne billetterie. Donc concrètement, une petite astuce que vous avez découvert, je pense, dans ces vidéos, ce qui est chouette avec Claude Code, c'est que l'on peut lui demander de faire de la doc. Et c'est ce que j'ai fait ici. Je lui ai demandé d'analyser l'ancienne application écrite en Scala, de parcourir le contrôleur, les différents objets, et de mémoriser et de documenter la façon dont ça fonctionnait. Donc ça, c'est vraiment l'implémentation avec Scala qui a été fait en 2014-2015. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé d'implémenter
la nouvelle version sur Go, donc c'est ce qu'il a fait. Alors on va se mettre en plein écran. Et il a repris cette logique, c'est-à-dire qu'on part d'un formulaire web, on poste vers le contrôleur des entités, des informations, on fait appel à certains services et on va pouvoir stocker le tout sur Redis sans aucun problème. Et là, vous avez une super doc qui va pouvoir nous aider. Et donc, il a fait tout ça sans trop de soucis. Et à la fin, je lui ai demandé de documenter ce qu'il a implémenté. Et donc là, vous avez toute la doc qui vous explique tout ce qu'il a fait. Ça a coûté à peu près 16-17 minutes de travail et vous l'avez vu tout à l'heure, 28 $ pour générer tout le code qu'il y a derrière, tous les tests. Et c'est parfait. Quasiment parfait. Il y a quelques petits trucs que j'ai eu à reprendre, notamment la gestion des dates. Mais le reste a été vraiment, vraiment super propre et surtout ça fonctionne. Donc là, pendant qu'on se parle, la billetterie là, elle est fermée, mais on va la voir si elle tourne en local. On va faire une petite démonstration tout à l'heure et on ira voir sur Redis, mais ça fonctionne. Et là, c'est vraiment, vraiment fort. On a des services, on a des entités, on a les différents états d'une inscription, donc une registration en anglais, on a le flux de persistance, et la seule différence entre la version Scala et la version Go, c'est que dans la version Scala, je persistais les différentes étapes au fur et à mesure que les personnes remplissaient les écrans d'inscription, ce qui me créait à l'époque une certaine complexité. Et donc, sans que je n'ai rien eu à dire, Claude Code a pris une approche qui est différente. C'est que au cours des 4 écrans qui servent en fait à prendre vos coordonnées, à prendre votre adresse de facturation, à prendre les différents éléments, par exemple combien de tickets vous voulez. Donc tout ça, il va le faire en mémoire. Et seulement à la fin, lorsque vous allez sauvegarder, il va persister sur Redis. Donc, ok, super, c'est simple, mais ça va créer un petit problème qu'on va devoir résoudre. Ça fonctionne. Et donc, une inscription, il faut se dire que c'est pas mal d'objets sur Redis au final. C'est pas juste un objet JSON qui est stocké, c'est un objet JSON et c'est différents index qu'on va créer parce qu'on va en avoir besoin ensuite pour pouvoir retrouver très rapidement par mail, par identifiant, par date, les inscriptions. Et ça, c'est ce que vous voyez ici. Il faut connaître un petit peu les structures de données de Redis. Mais donc, une personne qui fait un achat, donc un registrant, on va le stocker dans une hache avec un ID et une structure en JSON. Et on va créer 3 index qui vont nous permettre de le retrouver très facilement. Donc, quand vous faites du Redis et que vous faites de la structure de données, la grosse différence avec une base de données, c'est que c'est à vous de penser aux index que vous allez avoir besoin ensuite pour votre application. Et c'est aussi à vous de maintenir ces index à jour. Donc si vous changez l'adresse email d'une personne, je vous laisse imaginer, mais c'est pas si simple que ça. Et pourquoi on fait ça ? Parce que sinon on parcourt des structures en mémoire et c'est tout de suite très très lent. Et Redis, pour que ça fonctionne, il faut vraiment penser au moment où vous stockez les données, il faut vraiment penser comment les persister le plus simplement possible. Une inscription, donc une registration, pareil, c'est stocké dans une hache avec un code et une structure en JSON. Et on a différents éléments qui nous permettent de retrouver par statut. Donc le statut, c'est quoi ? C'est est-ce qu'elle est en attente de paiement ? Est-ce qu'elle a été payée ? Est-ce qu'on a créé la facture ? Est-ce qu'elle a été annulée ? Ainsi de suite. Et donc une inscription a plusieurs tickets, enfin des billets pour les participants, ainsi qu'un index pour pouvoir les stocker. Et les factures, c'est pareil. Donc il y a un numéro de facturation qui est important. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça a été fait sans problème par la migration par Claude Code, en respectant vraiment les contraintes que je lui ai demandées. Et encore une fois, le SVG que vous voyez là, c'est Claude Code à la fin. Je lui ai demandé, ok, super, génère-moi un diagramme SVG à partir de ce que tu as fait. Et donc, pensez à cette petite astuce qui vous permettra d'expliquer vraiment à vos collègues ce que vous avez fait. Et surtout sur ce genre de choses. C'est vraiment ultra puissant. On va regarder ce que ça donne. Je suis sur ma machine en local et je vais faire une petite démo. Je vais ouvrir la billetterie d'abord. On va prendre une autre fenêtre. On va aller sur l'interface d'admin. On va ouvrir la billetterie. On rafraîchit ici. Hop, je vais mettre au milieu. Alors, c'est parti. Nico @test.fr. Je remplis mon formulaire. J'achète 2 places, je valide. Donc là, tout ce que vous voyez pour l'instant, dans la première implémentation qu'a fait Claude Code, donc cet écran 2, cet écran 3, tout est dans la mémoire du serveur en Go. Et ça va nous poser un petit souci qu'on va devoir résoudre.
Et à partir du moment où je vais cliquer sur confirmer et mettre le bon de commande, là on aura de la persistance au niveau de Redis, et donc on va avoir une inscription qui est créée et stockée sur Redis. Donc si on veut regarder à quoi ça ressemble, donc là c'est un client Redis qui affiche tout simplement ce que j'ai en mémoire, et donc on retrouve différents essais que j'ai déjà fait, et on devrait retrouver... Alors, quel était le numéro d'inscription? 470. Hop, tu es où? Hop. Donc voilà, on a notre inscription qui a été persistée sur Redis. Et donc ici, on peut retrouver notre inscription avec sa structure en JSON. Et vous voyez, donc j'enregistre, il est 21h45. On est le mardi 23 septembre. Je fais ça en dehors de mes heures de travail. Et bref, tout ça pour vous dire qu'on retrouve bien donc notre inscription. Ça fonctionne. Alors pourquoi il y avait un petit souci au niveau de la mémoire? En général, quand vous codez ce genre de service, si vous ne voulez pas avoir de problème, au moment où vous allez déployer votre application sur votre hébergeur, vous allez faire en sorte d'avoir plusieurs instances qui fonctionnent. Alors ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que vous allez démarrer plusieurs serveurs et votre hébergeur va répartir, donc ici c'est Clever Cloud, il va répartir automatiquement tous les visiteurs qui viennent acheter des billets sur votre site sur différentes machines. Donc là, j'en ai qu'une seule, mais vous voyez, je peux demander 40 machines si j'ai envie. Ça servirait strictement à rien. Donc 2 machines, c'est très bien. Je peux demander 2 machines et je peux augmenter la mémoire nécessaire pour ces machines-là. Mais la mémoire, j'en ai pas besoin de beaucoup. Je peux pas mettre une Pico ou une Nano parce que j'ai des soucis de déploiement, donc je suis obligé d'avoir une machine XS avec au moins 1 giga de mémoire. Et là, ce qui est vraiment sympa chez Clever Cloud, c'est que le système il est auto-scalable, donc je peux lui dire écoute, démarre entre 1 et 5 machines selon la charge sur le site. Donc ça, c'est pour pouvoir gérer l'afflux de personnes qui veulent acheter des billets automatiquement. Mais le problème, c'est que les 4 écrans avant d'arriver à la fin, je vous ai dit, on stocke en mémoire votre session et on va tout persister que à la fin. Et du coup, ça marche pas. Ça va pas fonctionner avec plusieurs machines puisque la mémoire entre les différentes machines n'est pas partagée. Et d'une page à l'autre, vous pouvez utiliser tantôt la machine 1, tantôt la machine 2. Vous pouvez être que sur la machine 2 ou que sur la machine 1. Mais pendant votre processus d'achat, en fait, le système, à chaque fois que vous allez cliquer sur l'écran suivant, il est susceptible de vous envoyer sur une machine ou sur une autre. Et du coup, là, ce qui a été implémenté par défaut ne fonctionne pas. C'est normal, je n'ai pas dit à Claude Code que j'avais cette contrainte. Donc ce que j'ai fait ensuite, un peu plus tard, je lui ai expliqué mon problème. Alors je vais essayer de le retrouver. Je vais un peu chercher, puis je vous montre quand j'ai retrouvé mon système. Alors, j'ai pas retrouvé mon prompt, mais c'est pas grave, il est ici. Donc là, ce que j'ai dit, ce que j'explique à... Je vais mettre l'affichage un petit peu plus grand pour vous. Donc là, ce que je dis à Claude Code, je voudrais confirmer que mon système peut fonctionner avec plusieurs instances. Analyse le système de réservation code et le système de session en mémoire. Si nous n'avons plus d'un serveur actif, comment peux-tu faire pour partager ces sessions entre 2 instances? Analyse et challenge le code qui est dans getSection et là, le nom d'un fichier. Alors pourquoi j'ai été très explicite? Parce que je savais où est le problème. Et je vous rappelle que Claude n'est pas gratuit et Claude n'est pas devin. Ça ne sert à rien de perdre du temps quand vous savez à peu près où est le souci. Quand vous êtes développeur, si vous voulez être efficace, ça ne sert à rien de jouer avec Claude Code. Et c'est beaucoup plus efficace de lui dire « Va sur cet endroit-là, je pense que là, il y a un problème ». Comme vous le feriez en fait avec un collègue en lui disant « Écoute, je pense que c'est dans ce service-là qu'il y a un petit souci ». Et donc, c'est ce qu'il a fait. Très simplement, il a compris effectivement qu'il y avait un souci. D'ailleurs, il explique tout de suite qu'il va s'attaquer pour pouvoir gérer plusieurs instances. Et là où j'ai trouvé que c'est quand même assez fort, c'est qu'il va démarrer 2 instances sur ma machine de Go, sur 2 ports différents. Il va mettre le code à jour et il va vérifier si ça fonctionne bien en appelant, en faisant des curls, tantôt sur un port, tantôt sur l'autre port, et en vérifiant si tout fonctionne. Ça va pas marcher du premier coup, il va repasser une deuxième fois. Mais ça, je trouve ça assez malin. Aujourd'hui, je vois ça, je dis ah oui, c'est vraiment pas con. Alors là, je pense que vous n'avez rien compris. Nicolas, il est peut-être temps de montrer un petit schéma. J'arrive. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Donc, qu'est-ce que nous avons d'implémenté? Alors, quand vous êtes sur Internet, vous avez 2 clients qui sont en train de faire des achats, ou même un seul. Ils vont arriver sur un load balancer, un répartisseur de charges. Et donc là, tout à l'heure, je vous disais, j'ai 2 instances.
Et là, sur ma machine, donc, ce qu'il a fait pour pouvoir vérifier si le code fonctionnait, il a démarré 2 fois à mon application Go. Le numéro de port est passé en variable d'environnement, donc il l'a mis sur un deuxième port. Il a créé la session dans un premier serveur et ensuite il a rechargé la session sur le deuxième serveur. Il a mis à jour les infos de facturation. Ensuite, il a changé la quantité sur le premier serveur et il a terminé l'achat sur le deuxième serveur. Et en faisant ça, il a pu s'assurer et vérifier que tout fonctionnait. Et là où il est assez malin, c'est que pour faire tout ça, au lieu d'utiliser la mémoire de chacune des boîtes vertes, à chaque opération, il va tout simplement utiliser Redis, donc le même serveur Redis. Il va créer une clé et il va stocker un payload en JSON. Et ce payload, il va lui mettre une durée d'expiration de 1 heure. Donc, pourquoi il fait ça ? Parce que si vous commencez à faire une réservation en tant que client, puis au 3e écran, vous changez d'avis et vous partez. Moi, mon problème, c'est que vous allez remplir ma mémoire. D'accord ? Et ça va être très fâcheux. Donc, pour éviter ça, il faut que je nettoie ma mémoire. Et pour que je puisse nettoyer ma mémoire sur Redis, il faut que je marque que l'objet que vous avez créé peut être effacé. Et donc, c'est l'utilité de ce système-là. Et grâce à ce système-là, on va pouvoir limiter l'utilisation mémoire et on ne va jamais remplir la mémoire de Redis. Il y a une stratégie d'expiration sur les clés, en fait, là qu'on ne voit pas, qui va faire que si la mémoire de Redis est pleine, donc ces clés-là vont être expirées, les plus anciennes avant les plus récentes. Cela étant dit, il faudra que je fasse un petit calcul pour estimer la taille d'une session moyenne en mémoire. Il faut que je prenne à peu près le nombre d'utilisateurs simultanés que la billetterie va accepter. L'année dernière, on a dû avoir, je dirais, 480 ou 500 acheteurs, il faudrait que je regarde, mais moins de 500 utilisateurs, mais en 16 minutes, tout avait été réservé. Donc il faut que j'ai le quoi tenir à peu près, on va dire, 1500 sessions. On va dire que j'en permettrai, on va dire que j'ai droit à 3 sessions par utilisateur. En vrai, ça va vraiment tenir, parce que c'est des petits objets, et je suis pas très inquiet. Pour vous donner un ordre de grandeur, la billetterie 2025 de Devoxx France, avec l'ensemble des personnes qui ont acheté un billet, l'ensemble des inscriptions, l'ensemble des tickets configurés, les factures, les différents codes pour les sponsors, le tout, ça fait 96 mégas. 96 mégas. Donc c'est tout petit. C'est vraiment l'épaisseur d'un cheveu. Et il y a 9570 clés qui font en fait tout simplement Alors je vais vous montrer ça, parce que on va prendre le Redis qui est cloné et on va voir s'il est capable de nous le dire. Voilà, 9571 clés. Donc là, ce que vous voyez, c'est le Redis de 2025 et mes essais de 2026. Que 2025, avec donc du coup quelque chose qui est tout petit. Et donc du coup, je suis pas très inquiet parce que j'ai une instance Redis qui fait 1 giga. Donc largement suffisant pour pouvoir encaisser ce dont on a besoin. Revenons à notre petit schéma. Et donc grâce à ce système-là, en faisant une deuxième passe, et comme c'est quand même quelque chose qui est assez commun quand vous développez ce type d'application, Claude Code a utilisé des patterns qu'on connaît quand on développe ce genre de logiciel. C'est là où en tant que développeur, mon expérience est importante, parce que c'est typiquement le genre de truc que vous n'allez pas trouver là tout de suite, que vous ne verrez pas forcément si vous n'y connaissez rien. Et si vous n'avez jamais fait ce genre de système, ce n'est pas la première chose. Mais cela étant dit, si vous demandez à Claude Code de gérer la possibilité d'avoir plusieurs instances de votre serveur, il va comprendre qu'effectivement qu'utiliser la mémoire, c'est pas une bonne idée, et il va faire ce que vous voyez là. Voilà, donc j'espère que cette partie-là vous a intéressé. On va continuer dans un autre sujet. Dans cette partie, je voulais vous partager quelques observations, des avis, des objections, des trucs qui me passent par la tête quand je travaille avec Claude Code. Globalement, pourquoi les agents d'intelligence artificielle, les agentic AI en anglais, ont certains comportements et comment ils fonctionnent. Alors, pour résumer, un outil comme Claude Code, il a 4 capacités de base. La première chose, c'est la partie planification. La partie planification permet à Claude Code de déterminer ce qu'il doit faire et la façon dont il pense le faire. Ensuite, il a une partie actionneur. Donc, par défaut, Claude Code, avec votre autorisation, a accès au file system. Il peut exécuter des commandes, il peut relancer des serveurs.
Et vous l'avez vu dans cette série de vidéos, on peut encore plus le booster avec des serveurs MCP, comme lorsqu'il lance des tests, comme lorsqu'il parle avec la production, donc comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Donc ça, c'est la partie action. Ensuite, il a une partie mémoire limitée. Aujourd'hui, en fait, Claude Code ne retient pas grand-chose, sauf si vous utilisez claude.md. Et je vous avais parlé dans la vidéo numéro 8 du contexte et du fonctionnement et de l'importance d'avoir toujours ce fichier à jour. Donc la mémoire aujourd'hui est une mémoire qui est limitée, mais qu'on veut parfois aussi limiter. On explique que dans le futur, la partie mémorisation sera gérée de manière native dans les différentes conversations. Il faut déjà savoir que quand vous relancez Claude Code le lendemain matin pour continuer à travailler, vous pouvez très bien recharger une session de travail, une conversation, et vous pouvez même reprendre une conversation que vous avez eue avec Claude Code il y a quelques temps. Il y a aussi une fonction qui est super intéressante que je vous montrerai, c'est que dans Claude Code, donc quand vous avez différentes étapes de conversation, il peut parfois arriver que au moment où vous demandez une nouvelle chose, vous vous trompez ou le résultat que Claude Code vous propose ne vous satisfait pas. Et il existe un système qui permet de patcher votre conversation et de revenir un cran en arrière. Imaginez, vous parlez avec quelqu'un et un lapsus sort, vous dites quelque chose que vous ne devriez pas dire, vous arrêtez le temps, vous remontez en arrière, vous faites oublier à la personne ce que vous venez de dire et vous reprenez la conversation en la changeant. Et donc ça, c'est très pratique quand on est sur des flots de conversation assez compliqués et on ne souhaite pas perdre tout le travail qu'on a fait. Et enfin, la dernière chose qu'il faut utiliser, c'est le côté réflectif. Le fait que quand vous trouvez des patterns qui fonctionnent bien, des choses qui marchent bien, c'est important de dire à Claude Code comment améliorer ensuite les actions futures. Et c'est pour ça que le fichier claude.md est un fichier qui doit rester assez succinct, mais qui doit être en permanence votre squelette. Vous devez vraiment ne pas oublier de mettre à jour ce fichier-là, et c'est vrai pour les autres outils avec Cursor, il y a le même système, ainsi de suite. Et donc avec ces 4 choses, donc je les mets à l'écran: planning, action, mémoire et réflexion. Je ne sais pas si réflexion c'est le bon mot en français. Vous avez les 4 piliers qui font que l'on peut définir un outil comme étant un outil agentique. Ensuite, quand on utilise Claude Code, donc ces dernières semaines, j'ai fait pas mal de live coding avec des collègues, avec des développeurs front-end, avec des développeurs back-end. Je me rends compte que c'est difficile, que c'est difficile quand on est devant ce prompt et on ne sait pas trop comment faire. Et donc, ce que je disais à mes collègues, il n'y a aucun souci, mais la première semaine d'utilisation, tu vas être déçu. Et 95% de ce que tu fais ne marchera pas. Et c'est normal. Et la semaine d'après, tu vas te souvenir quand même des 5% qui ont bien marché. Et tu vas recommencer. Et puis tu ne referas pas les mêmes choses qui n'ont pas fonctionné. Et la semaine d'après, tu vas commencer à regarder des vidéos sur YouTube. Tu vas commencer à regarder des conseils pour utiliser Claude Code correctement. Et tu vas faire encore moins d'erreurs. Et au bout de 3 semaines, tu vas savoir qu'il faut vraiment écrire ces fameux prompts, ces fameux plans là que je vous ai montrés pour que ça fonctionne. On est en 2025 et pour l'instant, en 2025, au moment où j'enregistre cette vidéo, 3-4 lignes de code ne peuvent pas faire une application complète. Ce n'est pas possible. Et même si c'était possible, ça serait 3-4 lignes de code pour faire une certaine version d'une application. Mais pour faire une application professionnelle web avec des standards de l'industrie aujourd'hui, c'est bien plus compliqué. Et c'est pour ça que je suis convaincu que les développeurs ne vont pas disparaître. Je pense plutôt que les développeurs qui utilisent les outils comme Claude Code vont remplacer ceux qui ne souhaitent pas ou qui n'ont pas compris qu'il fallait utiliser ces outils-là. Mais je ne pense pas que les non-développeurs magiquement vont prendre le pouvoir. Je pense qu'il y aura toujours besoin d'avoir, au moins peut-être pour 2 ou 3 ans, on va dire, des personnes avec cette capacité à comprendre ce qui est en train de faire. Donc ça, c'est important. Il y en a certains avec qui j'ai travaillé qui m'ont dit le truc, Nicolas, c'est que quand j'utilise Claude Code, j'ai plus le plaisir de coder. Alors, c'est intéressant parce que il faut savoir qu'on est des animaux et que notre cerveau sécrète des hormones. Et quand vous codez, et que vous vous éclatez,
pour moi, je pense que c'est addictif. Je pense que notre cerveau prend des shoots de dopamine et qu'il adore ça. De la même façon que quand vous buvez un excellent café ou vous faites, je sais pas, 10 km de course, votre cerveau est shooté. Mais quand vous codez, pour les gens qui développent, ils savent très bien de quoi je parle. Quand vous trouvez un bug et qu'il y a ces petits moments waouh, votre cerveau prend ce shot de dopamine. Je pense, pour ma part, que lorsque je travaille avec Claude Code et que je vois que le résultat est bluffant, que je trouve l'astuce de générer les diagrammes SVG là, que vous avez vu dans la vidéo 5 ou 6, moi, mon cerveau, il était super content. J'ai pris ces petits shots de dopamine sans problème. Et du coup, je pense qu'effectivement, la pure partie de saisie de code, donc la partie dactylographique, n'a pas d'intérêt. Et on peut continuer à s'éclater en déplaçant simplement ce qui nous faisait kiffer, à savoir taper le code. J'en tape encore, et dans tout ce que vous avez vu, il y a une bonne partie que j'ai repris. J'ai pas tout fait avec Claude Code, mais je dirais qu'aujourd'hui, j'ai fait 85% du code de la nouvelle billetterie avec Claude Code. Donc, pour moi, on ne gagnera pas de temps de développement à la fin. Je pense juste qu'on déplace ce temps et qu'on le transforme dans d'autres choses. Mais j'ai pas l'impression d'aller plus vite. J'ai l'impression d'être dans une façon de travailler différente, avec moins d'obstacles. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la CTO de la boîte qui s'appelle dx.com, Laura Tachot. Je mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Elle l'explique super bien. Elle dit en anglais où va le temps, et en fait le temps se déplace de la partie purement saisie vers autre chose. Donc est-ce qu'on est plus productif? Peut-être, de 20-30%. On n'est pas 15 fois plus productif parce que notre travail n'est pas que de la saisie de code. Notre travail, c'est aussi de l'analyse, la réflexion, de la spécification. Et j'ai bien passé parfois un bon quart d'heure à écrire ces prompts que vous avez vus là, qui font 50 lignes. J'ai parfois travaillé avec Claude pour qu'il fasse une première revue de mon prompt, qui me propose des améliorations, qui me suggère de garder des choses ou de virer des trucs. Et quand vous avez, je ne sais pas si vous avez lu les prompts en détail, mais dites-vous que parfois, je m'y suis pris à 3-4 fois. Et en vrai, je vous dis un secret, c'est pareil que quand on code. Quand on code, je code depuis très très longtemps. Quand on code, c'est rare qu'on réussisse, ça arrive, mais on n'arrive pas toujours à écrire exactement la première bonne version. Oui, on peut faire des TDD, merci de m'avoir proposé l'idée. Mais il y a toujours ce côté itératif et incrémental. Et quand on prompt, c'est pareil. Ça marche pas toujours du premier coup. Et parfois, ça fait n'importe quoi. Mais globalement, ça permet de converger vers quelque chose qu'on a en tête. Parce que quand j'écris ces prompts-là et quand je pense aux écrans de la billetterie et quand je me dis que j'ai pas envie de changer la structure Scala, je sais très bien ce que je fais comme choix. C'est important. Là où je pense qu'il y a encore des gros trucs qui doivent changer, c'est que d'une session à l'autre, le contexte est limité. Vous êtes limité à 200 000 tokens avec Opus 4.1 et avec Sonnet, il y a un nouveau mode où vous pouvez avoir 1 million de tokens. Mais avoir trop de tokens et avoir une mémoire qui est trop importante, ça peut créer des problèmes. Donc c'est pas non plus c'est pas non plus la panacée. Donc du coup, comme l'IA n'a pas de mémoire, on va dire pour simplifier, elle peut refaire les mêmes erreurs. Elle peut refaire les mêmes erreurs si vous ne lui dites pas la fois d'après, tu sais là le test que tu as fixé de cette façon-là, il faut que tu t'en souviennes. Et c'est là où je trouve que, alors qu'un développeur va s'améliorer, un développeur va apprendre, va s'améliorer, et on appelle ça l'expérience. Et donc tant que les IA n'auront pas un système pour augmenter leur expérience, mais en travaillant avec vous, elles resteront sous votre contrôle et elles seront aussi mauvaises que vous. Et elles seront capables de refaire les mêmes erreurs encore et encore. Et dernière chose, il faut faire attention à ça parce qu'elles donnent confiance et elles flattent. Je pense que vous avez dû parfois voir des sessions où Claude Code où Cursor, si là il fait n'importe quoi, vous lui dites ici tu t'es planté. Et elle va vous dire ah oui, excellent, bravo, vraiment t'es un génie.
J'aurais pu faire ça comme ça. Laisse-moi corriger mon code et faire comme tu me l'as demandé. Euh, En français, c'est flagonnerie et j'ai oublié le mot en anglais. Je vous le mettrai. Voilà, je le mets en surimpression. Donc voilà la version en anglais si vous voulez briller en dîner ce soir. Et en français, c'est flagonnerie. Elle flatte les gens et du coup, il faut faire attention. Même si Claude Code s'est un peu calmé sur cette partie-là. Et enfin, comme le contexte est limité, à partir du moment où c'est 200 000 tokens, une IA a une mémoire limitée et elle ne peut pas avoir tout. Enfin, elle peut difficilement avoir tout votre code base en mémoire. Et je pense même que ça serait contre-productif. Mais c'est comme les humains. Je travaille sur un monolithe. Il y a 900 000 lignes de code Python. Non, je ne connais pas les 900 000 lignes. Est-ce que j'ai besoin de les connaître? Non. J'ai juste besoin de savoir à peu près où est rangé le code. Je sais, quand je travaille sur des évolutions, sur des corrections de bugs, j'ai besoin d'avoir une dizaine de fichiers grand maximum pour pouvoir faire ma tâche. J'ai besoin de regarder des exemples et c'est tout. J'ai pas besoin de regarder les 890 000 autres lignes, j'en ai rien à faire. Et l'IA, c'est pareil. Mais l'IA, il faut être explicite avec elle. Il faut lui dire, il n'y a que le fichier 1, 8 et 6 qui vont être intéressants. Et c'est aussi pour cette raison-là que tout à l'heure, je vous disais, il ne faut pas jouer au devin avec l'IA. Quand vous savez qu'il faut que ce fichier-là soit corrigé, quand vous savez que cette fonction-là n'est pas bonne, c'est super important de lui dire. Vraiment, gardez ça en mémoire. Voilà, donc c'était des idées en vrac. C'était des idées en vrac que j'aurais pu écrire dans un article de blog. Mais j'avais envie de vous les partager. Et ça change un petit peu que de voir tout le temps ma trombine devant mon éditeur de Go. Et je vous laisse pour une autre partie. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.